Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI Canal 15. Ces dernières heures ont prouvé à ceux qui voulaient en faire un paria qu'il est non seulement impossible de faire sans lui, mais que c'est lui le maître du jeu. Quel est le point commun entre le nucléaire iranien, la guerre en Ukraine, à Gaza et la Chine? Eh bien, c'est Vladimir Poutine. C'est l'homme qui tient les cartes. Emmanuel Macron, qui n'avait pas eu de mots assez durs envers le président russe, s'est résolu hier à un échange de plus de 2 heures au téléphone après 3 ans de silence, car il y a urgence. Empêcher Téhéran d'avoir l'arme nucléaire. Le régime des Mollahs a suspendu aujourd'hui sa coopération avec l'Agence de l'énergie atomique. Le monde n'aura donc plus les moyens de vérifier l'état des stocks d'uranium enrichi en Iran, à l'heure où le patron de l'agence justement de l'AIEA estime que Téhéran n'a besoin que de quelques mois, malgré les dégâts causés par les frappes américaines, pour fabriquer une bombe atomique. Où en est l'Iran? C'est ce que nous verrons, carte à l'appui, avec le colonel Goya. Le Kremlin jubile, car il vient d'avoir indirectement un coup de pouce inattendu sur le front de la guerre en Ukraine. Trump vient de décider d'arrêter de fournir toute une série d'armes à Kiev. Regardez, suspension de livraison des précieux missiles patriotes utilisés par Kiev pour se défendre, des obus d'artillerie ou encore des missiles lancés depuis les F-16. Le président américain veut protéger ses stocks. Une annonce qui ne pouvait pas plus mal tomber, tandis que le monde regarde ailleurs. L'armée russe ne cesse de progresser et vient de conquérir, dit-elle, l'ensemble de l'oblast de Louhansk, une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Nucléaire iranien, Ukraine, Poutine dicte le jeu. C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutons ensemble le porte-parole du Kremlin qui explique pourquoi Moscou et Paris ont décidé d'échanger. Compte tenu de ce que Macron a dit au cours de ces 3 dernières années, de ses décisions prises, des armes qu'il a fournies, pourquoi la Russie pense-t-elle qu'il est nécessaire de répondre à son appel ? Eh bien, vous savez que Poutine a confirmé à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre le dialogue. Il est toujours nécessaire et opportun de maintenir le dialogue. Même avec ceux avec lesquels les désaccords sont très forts. C'est dans notre intérêt. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le colonel Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir Marielle. Sans qui cette émission n'aurait aucun sens. On est d'accord, il est indispensable pour nous éclairer, consultant militaire pour LCI. La pression. La pression. Magali Barthès, tout aussi indispensable, notre éditorialiste international pour LCI. Merci d'être là. Et accueillons avec plaisir Jean-François Boutor. Bonsoir. Grand spécialiste de la Russie, essayiste. Vous êtes l'auteur de ce livre, Poutine, la logique de la force, aux éditions de l'Aube. Il va s'afficher dans quelques instants. Regardez, c'est un risque pris dans ce bras de fer entamé avec Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron, qui n'avait pas eu de mots assez durs envers le président russe, s'est résolu hier à un échange de plus de 2 heures au téléphone, après 3 ans de silence face au danger que représente le nucléaire iranien. Le président de la République et le président russe se sont entretenus pendant plus de 2 heures au téléphone pour parler du programme nucléaire iranien et de l'Ukraine. Le président a souligné le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà ce que dit le communiqué de l'Élysée. Et voilà ce qu'en a retenu le Kremlin. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont discuté de la situation au Proche-Orient dans le contexte du conflit Iran-Israël et des frappes américaines sur les installations iraniennes. Le conflit ukrainien est une conséquence directe de la politique des États occidentaux qui, pendant de nombreuses années, ont ignoré les intérêts de la sécurité de la Russie. On crée une tête de pont anti-russe en Ukraine, alimentant le régime de Kiev avec diverses armes modernes. Et voilà la leçon tirée par les propagandistes russes à la télévision.
L'un des principaux sujets était la perspective d'un règlement pacifique en Ukraine. Les dirigeants ont confirmé leur approche fondée sur des principes en ce qui concerne d'éventuels accords. Mais je voudrais noter qu'en examinant la situation en Ukraine, Vladimir Poutine a rappelé que le conflit ukrainien était une conséquence directe de la politique des États occidentaux qui, pendant de nombreuses années, ont ignoré les intérêts de sécurité de la Russie et créé un tremplin anti-russe en Ukraine. Qu'est-ce que nous dit cette séquence à double tranchant, Magali ? Qu'Emmanuel Macron, après, a vraiment pris un risque diplomatique. C'est-à-dire que pendant 3 ans, c'est le silence. Il disait encore il y a quelques mois tout le mal qu'il pensait de la Russie, puissance impérialiste, puissance révisionniste. Mais en même temps, la donne change quand même, parce qu'il y a des négociations qui commencent avec les Ukrainiens. On les a vus à Istanbul. Les Ukrainiens rencontrent les délégations russes. Il y a Donald Trump qui téléphone à Vladimir Poutine quand même assez régulièrement. Donc, du côté de l'Europe, il y a quand même une volonté de faire entendre sa voix, de ne pas laisser à Donald Trump le monopole du dialogue avec Vladimir Poutine. On sent qu'Emmanuel Macron y pensait depuis un certain temps. Il l'avait notamment évoqué la semaine dernière lors de ses séquences diplomatiques OTAN et Conseil européen. Donc, il prend ce risque de demander ce coup de téléphone. Donc, ça peut être évidemment, et ça l'est, interprété comme un signe de faiblesse par la Russie. Après, la France explique bien en débriefing de ce coup de téléphone que c'est vraiment sur le nucléaire iranien que la discussion a porté, d'abord et avant tout, parce qu'il y a une véritable inquiétude de la sortie du traité de non-prolifération et du fait que les inspecteurs de l'AIEA n'aient plus de droit de cité en Iran et ne puissent pas aller vérifier. Alors évidemment, au détour de la conversation, ça a duré 2 heures quand même, il ne pouvait pas, Emmanuel Macron, ne pas parler de l'Ukraine. Et alors il a dit manifestement à Vladimir Poutine, ça ne sert à rien de reparler des causes profondes de la guerre, parce qu'il sait très bien comment ça se passe, ces conversations avec Vladimir Poutine. Et ça n'a pas loupé, comme on le voit dans le communiqué, puisque, à nouveau, évidemment, c'est à cause de l'Occident que cette guerre a commencé, si l'on en croit la vision, évidemment, du Kremlin. Colonel, est-ce que ça veut dire que les Occidentaux n'ont pas réussi à faire de Poutine un paria ? Comment dire, sur le principe de parler, moi je suis pas contre. Même la guerre, c'est de la politique violente, mais ça reste de la politique. Donc même les ennemis se parlent, alors par des intermédiaires le plus souvent, mais ils peuvent se parler. La France n'est pas ennemie de la Russie, on n'est pas en guerre avec la Russie, on est en confrontation avec la Russie. C'est un peu différent. On n'a pas coupé les relations diplomatiques avec la Russie. Il se trouve que la France fait partie des membres permanents du Conseil de sécurité, comme la Russie, et qu'elle s'intéresse aussi à d'autres sujets, malgré tout, que l'Ukraine. Donc sur le principe que Emmanuel Macron, comme il l'avait annoncé effectivement au Conseil européen, s'adresse aux autres pays membres dotés d'ailleurs de l'arme nucléaire et membres du Conseil permanent de sécurité pour traiter du problème du nucléaire iranien, en soi, ça ne me choque pas spécialement. Maintenant, je trouve qu'il était peut-être pas adroit justement d'évoquer le sujet ukrainien, parce que d'abord par principe, je veux dire, je vois pas l'intérêt d'aller percuter un mur tout en n'ayant aucun moyen de fracasser ce mur. Donc on sait très bien que ça ne servait strictement à rien. Et puis une autre question que je me pose, c'est effectivement, il veut parler à tout le monde, mais pourquoi s'adresser d'abord à Poutine ? Et pourquoi il n'a pas commencé par parler aux autres membres du Conseil de sécurité? On se met d'accord entre alliés, puis après on voit ce qu'on peut faire avec Vladimir Poutine sur un sujet qui effectivement peut faire consensus. Tous les membres du Conseil de sécurité sont à peu près d'accord sur le respect du traité de non-prolifération, sur la non-prolifération. Donc il y a un vrai sujet. Voilà. Et puis ensuite, parler de l'Ukraine en ce moment, alors que je veux dire, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour l'Ukraine, alors que Trump annonce concrètement la fin de l'aide militaire américaine, que sur le terrain, ça ne va pas forcément très bien non plus. On y reviendra. C'était pas forcément, à mon sens, c'était pas forcément une bonne idée. Voilà. Donc pour résumer, pourquoi pas parler de l'Ukraine, à mon sens, c'était une erreur. Et parler tout seul aussi. Alors je termine là-dessus. Est-ce qu'il en a parlé d'abord aux autres? C'est ça. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que Keir Starmer était au courant? Zelensky a été appelé après. Mais il avait été prévenu du coup de fil pour Zelensky? Oui.
On a l'impression que oui. On me dit que oui. On nous a dit que oui. C'est les autres. Ouais. Je veux dire, moi, je serais à la place de Keir Starmer. J'ai dit, écoute, Emmanuel, c'est bien, hein, mais t'es parti avec le ballon tout seul, quoi, comme d'habitude. Oui, ben, je vous répondrai, c'est moi, je suis une puissance nucléaire. Ben, Starmer aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je suis toujours dans l'Union européenne. C'est vrai aussi. Avant de retrouver nos envoyés spéciaux en Ukraine, Marianne Kotonov et Éric Josset qui nous attendent, justement, Jean-François Boutor, est-ce que l'appel était indispensable? Écoutez, l'appel, il vient pourquoi? Il vient parce que la France et les Européens, d'une part, les Russes, d'autre part, ont été marginalisés sur le dossier iranien. Les deux, de part et d'autre. C'est une affaire entre Trump, désormais, et l'ayatollah Khamenei, point final. Et désespérément, Emmanuel Macron cherche une voie pour exister. Et c'est parmi ses réflexes les plus courants, d'une certaine manière, c'est d'aller chercher un partenaire qui va lui permettre de remonter en scène. Ce qui, à mon avis, est une erreur, c'est pas de parler, comme l'a dit Michel, de toute façon, à un moment donné, on parle, et de toute façon, il y a par des tas de canaux, on parle. La question n'est pas là, la question c'est de savoir quel objectif on poursuit, et quel objectif celui qu'on a en face poursuit. Et là, on a offert à Vladimir Poutine un retour en premier plan. Juste derrière, Trump en profite pour dire il faut qu'il revienne au G8, etc. etc. Comment dire, Poutine, il ne peut être ravi puisque ça le remet en scène sur la scène internationale à un moment où c'est vrai que les choses ne sont pas très bonnes pour l'Ukraine, mais elles ne sont pas non plus très très bonnes pour la Russie. Le mois de juin a été celui des plus grandes avancées russes depuis longtemps, mais les plus grandes avancées, c'est 554 ou 556 km² sur une ligne de front qui en fait 1600, c'est-à-dire en gros 350 mètres en moyenne sur la ligne de front. Ça donne la mesure de la situation. On donne à Poutine un poids tout à fait considérable. Et encore une fois, moi je trouve, c'est pas la question du principe de la discussion, c'est méconnaître très très profondément les manières de fonctionner de Poutine. Poutine prend tout ce qu'il peut faire, tout ce qui est bon à prendre, il le retourne à son avantage. Et si on n'a pas les moyens de pression pour empêcher ça, ça sert à rien. Tandis que le monde, justement, regarde ailleurs, l'armée russe ne cesse de progresser et vient de conquérir, dit-elle, l'ensemble de l'oblast de Louhansk, une première depuis le début de la guerre. C'est ce que nous verrons avec le colonel Goya, carte à l'appui dans un instant. Mais d'abord, partons retrouver nos envoyés spéciaux, Marianne Kotonov avec Éric Josset. Bonsoir Marianne, vous êtes en direct de Kiev. Vous avez accumulé les missions en Ukraine dont vous connaissez le dossier parfaitement. Comment les Ukrainiens réagissent face aux dernières avancées russes ? Alors, bien sûr que c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, bien sûr, il faut quand même relativiser. Ça avance, mais ça avance très lentement. Néanmoins, au mois de juin, eh bien, c'était la plus forte avancée, 588 km² très exactement, depuis novembre dernier, où le record était à plus de 700 km². Donc, bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle. Et en plus de ça, les planètes sont décidément pas très alignées, puisque Washington, douche froide, annonce l'arrêt, du moins pour certaines armes qui seront donc plus fournis à l'Ukraine et notamment les armes de défense antiaérienne. Et ça, c'est un coup dur aussi pour la population parce que la défense antiaérienne, il ne faut pas oublier que c'est ça qui défend les villes comme Kiev, comme Dnipro, comme Kharkiv qui sont énormément visées. Et puis, on a quand même eu là cette petite musique de Andriy Yermak qui est donc le chef de cabinet du président Zelensky qui annonce qu'il faut garder son sang-froid. En fait, ce qu'il dit, c'est pas de panique. Déjà, les douches froides venant de Washington, on en a déjà eu plusieurs, donc attendons d'avoir des informations officielles. Il ne faut croire que les informations officielles, ne pas trop lire les gros titres dans les journaux, que l'industrie aussi de l'armement ukrainienne travaille, donc d'essayer de relativiser. Mais justement, cet avertissement, on sent aussi que c'est parce que la panique, si on peut dire, c'est pas vraiment une panique, mais quand même ce sentiment d'inquiétude qui augmente, gagne à la fois la population et les militaires. Les militaires qui disait encore ce matin que si effectivement on n'avait plus l'armement américain, la situation allait devenir vraiment très compliquée. Merci beaucoup Marianne pour ces précieuses remontées de terrain avec Éric Josset en direct ce soir de Kiev. Allons plus loin avec vous, colonel Goya, carte à l'appui. Où en est précisément l'armée russe sur le terrain aujourd'hui? Alors regardons ensemble. Moscou
à cette date, dit contrôler 100% de l'oblast de Louhansk. C'est une première depuis le début du conflit. Alors certes, depuis des mois, on savait que la Russie contrôlait presque 99% de cette région, mais maintenant c'est 100%. Et c'est la première fois que l'armée russe le revendique depuis l'invasion en Ukraine en février 2022. Vous voyez pour les autres oblasts, 69% pour Donetsk, 72% pour l'oblast de Zaporijjia et de Kherson, qui sont annexés officiellement par le président russe, et 100% pour la Crimée depuis 2014. Au total, ça fait près de 19% du territoire ukrainien qui a été conquis par l'armée russe, et on peut voir que ça continue de pousser, si on peut dire, colonel, dans l'oblast de Donetsk, et aussi aux abords de Louhansk. Oui, alors d'abord, oui, vous l'avez fait remarquer, Louhansk, 100% de Louhansk, c'était pas une ruée d'un seul coup, c'est une percée. On est passé de 99% à 100%. Bon, voilà, donc c'est tout à fait symbolique en l'espace de quelques semaines. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est... allez... En termes de stratégie militaire, on est au niveau zéro quand même de la stratégie militaire. En 1915, on demandait au maréchal Joffre pourquoi vous lancez toutes ces attaques là, pourquoi on perd autant de gars pour gagner quelques kilomètres carrés. Il disait je les grignote en parlant des Allemands. Et on disait mais c'est complètement con. Et là c'est la même chose et c'est même pire d'ailleurs. Ça va encore plus lentement que pendant la Première Guerre mondiale ce qu'on est en train de faire. Donc la Russie multiplie des petites attaques pour gratter du terrain. Mais du terrain c'est du vide. Mais je veux dire là il y a rien, il y a même pas de grande ville. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas rien. Colonel, c'est un symbole. Non, c'est pas un symbole, c'est une pression éventuellement que vous pouvez faire. Et puis ça se fait tellement lentement. Je ne sais pas si on va voir les chiffres de progression. Mais on va les regarder tout de suite, parce que c'est très intéressant de regarder dans le détail la progression russe depuis septembre dernier. Et en effet, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est pas du tout la plus forte progression depuis 2024. Regardez, en octobre 2024, en novembre, 700 km et aujourd'hui, autour de 500. Donc si on regarde depuis le mois de novembre, c'est en baisse, c'est un recul. Léger, mais un recul quand même. Oui, alors après, il y a eu une baisse effectivement au tournant de l'année, essentiellement, puis c'est remonté. Mais il faut bien comprendre, là aussi, un département français, c'est 6000 km². Là, on parle en un mois d'une conquête d'un 10e de département français. Il faut bien se rendre les choses. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'hommes qui sont morts pour conquérir un 10e de département français, pour rien, quoi. Alors même du point de vue ukrainien, on pourrait dire, attendez, en fait, c'est nous qui gagnons. Quand on gagne du temps, et à ce rythme-là, il leur faudra des années et des années pour simplement conquérir ce qui est a priori annoncé, c'est-à-dire les 4 oblasts. Donc c'est une mission impossible. On appelle ça une manœuvre de freinage en termes militaires. Et on gagne du temps, on échange de l'espace contre beaucoup de temps. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. À cette différence près que gagner du temps, oui, mais c'est avec une perspective derrière. C'est éventuellement parce qu'il va y avoir des renforts, parce qu'il va y avoir des systèmes de contre-attaque, alors que du côté ukrainien, et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de perspective. On peut donner des coups en Russie, on peut faire des trucs assez spectaculaires, mais il n'y a pas de perspective de contre-attaquer, si vous voulez, pour l'instant. Et donc c'est pour ça que les Russes continuent. En fait, ils exercent une pression, ils vont dans le bon sens. Il n'y a qu'une dictature qui peut faire ça, d'envoyer des hommes à la mort par centaines et par milliers pour conquérir des kilomètres carrés de vide pendant des mois et des mois et des mois, en espérant peut-être que les Ukrainiens finiront par s'effondrer, craquer quelque part, mais c'est même pas forcément, c'est un objectif assez vaporeux. Juste un dernier point, oui, ça augmente un peu, mais quand vous regardez un peu dans le détail, c'est aussi parce que les Ukrainiens, par exemple, ont rétabli de nouvelles lignes de défense derrière, se sont restructurés, donc ils abandonnent un peu de terrain devant qui est mal défendable, qui n'est pas défendable, pour se replier souvent sur des lignes qui sont un peu plus solides. Et donc ce qui explique aussi parfois la progression. Donc là, d'un point de vue militaire, c'est très difficile à interpréter ce qu'on voit là. C'est quelque chose d'assez unique. On se bat pendant 2 ans pour Chassivyar, c'est une colline. On n'a jamais vu ça en réalité dans l'histoire, de voir des hommes mourir, se faire découper en morceaux en réalité, pour pas grand-chose. Mais vous avez raison, ce qui compte, ce sont les perspectives, et elles ne sont pas bonnes. Quand on regarde ces images de combat, eh bien, ça nous rappelle à quel point l'Ukraine a besoin de l'aide américaine. Seulement, à l'heure où Poutine jubile, car il progresse doucement, mais il progresse quand même sur le front ukrainien, Trump vient de lui donner un coup de pouce inespéré. Il vient de décider d'arrêter de fournir
toute une série d'armes à l'Ukraine. Est-ce le coup de grâce pour Kiev? C'est ce que nous verrons dans un instant. Le seul terrain où le président russe est prêt à discuter, c'est le nucléaire iranien que l'on abordait avec Magali à l'instant. Le régime des Mollahs suspend sa coopération avec l'Agence de l'énergie atomique. Le monde n'aura donc plus les moyens de vérifier l'état des stocks d'uranium enrichi, alors que le patron de l'AIEA estime que Téhéran n'a besoin que de quelques mois, malgré les dégâts causés par les frappes américaines, pour acquérir la bombe atomique. Le vrai du faux dans un instant dans le grand dossier. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à cette question nucléaire iranien. Ukraine, Poutine dicte le jeu. Le président russe qui jubile car il vient de recevoir indirectement un coup de pouce inattendu. Trump arrête de fournir toute une série d'armes à l'Ukraine. Est-ce le coup de grâce pour Kiev? Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Washington dans un instant. Le seul terrain où le président russe est prêt à discuter, c'est sur le nucléaire iranien, à l'heure où le régime des Mollahs suspend sa coopération avec l'Agence de l'énergie atomique. Ça veut dire que le monde n'aura plus aucun moyen de vérifier l'état des stocks d'uranium enrichi en Iran, à l'heure où, malgré les dégâts causés par les frappes américaines, l'Iran pourrait fabriquer une bombe atomique en quelques mois seulement. Où en est Téhéran? C'est ce que nous verrons avec le colonel Goya et Bruno Combi, ingénieur en génie nucléaire, qui va nous rejoindre dans le grand dossier. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, le pays est toujours en vigilance canicule. 4 départements sont maintenus aujourd'hui en vigilance rouge jusqu'à ce soir 22h. L'Aube, le Cher, le Loiret et l'Yonne. À partir de demain, la vigilance repasse au niveau orange pour 40 départements. Donald Trump a appelé hier le Hamas à accepter une ultime proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui lui sera bientôt présentée. Le président américain déclare qu'Israël a de son côté accepté les conditions pour finaliser un cessez-le-feu de 60 jours. Aux États-Unis, cette décision choque. Le magnat du hip-hop P. Diddy a été acquitté aujourd'hui de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, les accusations les plus importantes portées contre lui. Il a été reconnu coupable, en revanche, de transport de personnes à des fins de prostitution à l'issue de ce procès hyper médiatisé à New York et relayé dans le monde entier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 17h20. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à cette question nucléaire iranien, Ukraine, Poutine dicte le jeu, avec le colonel Michel Goya, avec Jean-François Boutor, un grand spécialiste de la Russie, Magali Barthès et Bruno Combi, ingénieur en génie nucléaire et polytechnicien, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais parlons d'abord, dans cette guerre, de ce coup de tonnerre pour l'Ukraine et ce coup de pouce inattendu pour le Kremlin qui jubile. Les Américains annoncent suspendre la fourniture de toute une série d'armes à l'Ukraine, craignant que leur propre stock ait trop diminué. Regardons ce que dit la porte-parole de la Maison-Blanche ce soir. Cette décision a été prise pour mettre les intérêts de l'Amérique en premier, à la suite d'un passage en revue de l'aide militaire de notre nation à d'autres pays à travers le monde. Partons tout de suite retrouver nos envoyés spéciaux en direct de Washington DC, Hélène Bonnet et Arthur Grolet. Bonsoir Hélène. Pourquoi Donald Trump a-t-il suspendu la livraison de toutes ces armes à l'Ukraine ? Alors c'est une décision qui a été prise par le Pentagone il y a quelques semaines et qui est portée à notre connaissance ces dernières heures. Cette décision, elle a été prise parce que l'administration s'inquiète de l'état des stocks d'armes américains. C'est en tout cas ce qu'expliquent plusieurs sources dans la presse américaine. Ces stocks qui auraient drastiquement diminué parce que ces dernières années, les États-Unis ont apporté évidemment leur soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe, mais il y a aussi ces opérations militaires au Yémen face aux Houthis, les opérations
au Moyen-Orient de manière générale. Et donc, les États-Unis ont lancé une évaluation de ces stocks pour voir ce qu'il restait. Cette livraison, elle devrait être suspendue jusqu'à la fin de l'examen, voire au-delà, si les États-Unis estiment que ces armes sont nécessaires dans d'autres parties du monde. Et évidemment, la Maison-Blanche a réagi, a dit que c'était une décision qui avait été prise dans l'intérêt des Américains, mais c'est une décision qui pénalise l'Ukraine, évidemment, parce que parmi les armes qui sont retenues, qui ont été mises en pause, eh bien, il y a les fameux systèmes de défense antiaérienne Patriot, celles que réclame l'Ukraine pour pouvoir protéger son ciel face aux attaques russes. Merci beaucoup Hélène Bonnet, qui va bientôt avoir sa green card depuis le temps qu'elle est aux États-Unis et qu'elle suit tous les dossiers concernant l'administration Trump. Merci beaucoup Hélène Bonnet, en direct de Washington ce soir. De quelles armes parle-t-on précisément? Regardons ensemble. Suspension de la livraison des précieux missiles pour système Patriot utilisés par Kiev pour se défendre, d'obus d'artillerie de précision ou encore de missiles lancés depuis F-16. Dans le détail, colonel, quand on regarde par exemple d'abord les obus Excalibur, on verra les missiles F-16 et les missiles Patriot ensuite, quel impact pour la perte de chacune de ces armes pour les Ukrainiens? Alors très précisément, l'Excalibur, en réalité, ce sera pas forcément très important, d'autant plus qu'il avait perdu beaucoup de son efficacité. Les Russes arrivent à le brouiller. Il n'en avait pas beaucoup. Donc je rappelle, ce sont ces obus extrêmement précis, très grande précision. Tant pis. Je veux dire, c'est pas forcément le plus important. Les munitions de F-16. Alors c'est intéressant parce que ce sont des missiles antiaériens qu'il y en a normalement. Pour défendre le ciel, vous avez toutes les batteries de missiles sol-sol, on va en reparler, mais vous avez aussi donc maintenant les avions, les F-16, ils portent leurs propres missiles, ils peuvent abattre des missiles, ils peuvent abattre des drones, etc. Ces missiles, essentiellement, je pense qu'il s'agit des AIM-120, des missiles RR. C'est dommage aussi, mais à la limite, je pense que les Européens qui utilisaient les F-16 doivent encore avoir un certain nombre de stocks de missiles AIM-120. La vraie difficulté, je pense que c'est surtout pour les patriotes. C'est-à-dire que là, on a un vrai sujet, c'est une vraie difficulté, on est en flux tendu depuis le début. Cette défense anti-aérienne ukrainienne qui utilisait au départ des systèmes soviétiques efficaces, mais donc elle n'a plus évidemment plus de missiles depuis longtemps. Elle dépend maintenant des batteries, des systèmes qui ont été fournis par les pays occidentaux, et le plus sophistiqué d'entre eux, c'est le Patriot. C'est ce qui tire le plus loin, le plus haut, c'est ce qui permet d'intercepter les missiles hyper véloces, par exemple. Et donc c'est extrêmement important pour eux. Et sans les missiles Patriot, ça va devenir compliqué. Donc là aussi derrière, il faut se poser la question, est-ce que les Américains vont aussi accepter que des pays européens éventuellement réexportent ou réenvoient en Ukraine des matériels américains? Vous savez que tout matériel que vous vendez à un autre pays, vous avez un droit de veto ou de regard sur sa réexportation d'une certaine façon. Donc si les Américains acceptent que les Européens fournissent leurs patriotes, ce sera compliqué aussi pour ces pays européens, parce que encore c'est des munitions critiques, à 2-3 millions de pièces, c'est n'a pas beaucoup, mais pour le coup, c'est certainement ce qui va poser le plus de problèmes. Et il faut bien le dire, je termine là-dessus, moins de défense aérienne, c'est plus de missiles qui tombent sur les villes et c'est plus de gens qui sont tués. Ah oui, alors une suspension de livraison d'armes, vous l'imaginez, aux grandes dames de l'Ukraine, tout retard ou délai dans le soutien aux capacités de défense de l'Ukraine ne ferait qu'encourager l'agresseur à poursuivre la guerre et la terreur. Et écoutez de son côté ce que dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. D'après ce que nous comprenons, la raison de cette décision est que les stocks sont vides, qu'il n'y a pas assez d'armes dans les entrepôts. En tout état de cause, moins l'Ukraine recevra d'armes, plus la fin de l'opération militaire spéciale se rapproche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Washington veut porter le coup de grâce à l'Ukraine?
Non, mais c'est qu'il y a d'autres conflits et on a vu d'ailleurs avec le Proche-Orient, avec la guerre Israël-Iran, que d'ailleurs les États-Unis ont détourné certaines armes anti-drones qui devaient être livrées à l'Ukraine pour protéger les bases américaines au Moyen-Orient. Parce que ces missiles antimissiles, cette défense antiaérienne, on voit bien à quel point elle est absolument centrale. Alors elle est centrale pour les Américains, pour protéger en effet leurs différents intérêts, pour aider à protéger Israël, mais elle est aussi essentielle évidemment pour l'Ukraine, pour protéger ses villes, alors qu'on voit bien, en plus ces derniers temps, à quel point le nombre de drones, le nombre de missiles russes envoyés sur l'Ukraine augmente chaque jour. Pratiquement, on a de nouveaux records de salves, de projectiles envoyés sur l'Ukraine. Donc pour le gouvernement ukrainien, même si on ne va pas se cacher, ce n'est pas vraiment une surprise, ce désengagement américain. Mais reste qu'aujourd'hui, manifestement, ils ont accusé le coup. Ils ont convoqué, c'est pas l'ambassadeur, mais le premier secrétaire américain à Kiev, au ministère des Affaires étrangères ukrainien pour avoir des explications. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient même pas été notifiés de la part du Pentagone de cet arrêt des livraisons. Donc ils ont cherché à avoir leurs homologues au Pentagone au téléphone pour comprendre ce qu'il en était. C'est inquiétant pour le gouvernement et puis c'est très inquiétant pour cette population ukrainienne qui est sous le coup de ces missiles chaque nuit et qui voit qu'il n'y a pas assez de batteries antipatriotes. L'Ukraine en a 8 et l'essentiel, c'est pour protéger la capitale, c'est pour protéger Kiev. Et on voit bien à quel point les Russes aussi s'emploient à viser d'autres villes. Donc il y a un véritable manque de protection du ciel ukrainien. Et c'est un véritable problème parce que Poutine met une pression maximale sur la population aussi pour la faire céder, pour la faire craquer. Jean-François. Moi, je voudrais vous proposer une interprétation de la situation, si je peux me permettre. C'est-à-dire que Trump agit avec les livraisons d'armes d'une certaine manière comme Poutine agissait avec les livraisons de gaz. Il ouvre ou il ferme le robinet pour obtenir des résultats. Il ne vous a pas échappé qu'il a réussi un grand coup autour de l'Iran. Il annonce il y a quelques jours un accord de paix à l'endroit où il y a la guerre la plus meurtrière du monde. Dans le Nord Kivu, entre le Rwanda et la RDC. On a appris tout à l'heure qu'il y aurait peut-être un cessez-le-feu en vue à Gaza. Et mon interprétation, c'est que Trump a décidé que ça serait l'été de Trump, c'est-à-dire qu'il serait l'homme de la paix, qui imposerait la paix, et qu'il va essayer de tordre le bras aux deux partenaires, si j'ose dire, aux deux adversaires de la guerre. À Zelensky, c'est plus facile avec le robinet de l'aide militaire et à Poutine parce que selon des sources ukrainiennes, il aurait dit à l'Instagram, tu peux y aller à la rentrée des sénateurs, vous allez pouvoir mettre le plan de sanctions sur le... Et donc il veut faire une pression des deux côtés pour obtenir le cessez-le-feu parce qu'il est en échec quand même. Oui. Et il faut qu'il sorte de cet échec-là. Et je pense que c'est ça, je pense qu'on est là à ce point-là. Alors, je pense d'y réagir, Magali. Ça n'enlève rien aux difficultés très profondes que ça va poser aux Ukrainiens. Ça, c'est évident. On peut le voir aussi différemment. C'est-à-dire qu'on peut se dire que Trump, justement, ayant des vrais succès diplomatiques sur le front israélo-iranien, en plus maintenant, peut-être demain, espère-t-il un accord au Proche-Orient sur Gaza, plutôt se dit, pour le coup, en Ukraine, c'est beaucoup trop compliqué, c'est un problème d'Européens, et pour le coup, je me désengage et je ne vais pas plus loin. Alors, vous avez la version optimiste, la version pessimiste... Non, c'est pas une version optimiste du tout. Enfin, je suis désolé. Non, la version, le fond, ce qu'il y a derrière, c'est que Trump veut un deal avec la Russie, puisqu'il veut faire des affaires avec la Russie, comme il veut faire des affaires avec l'Iran. Il préfère faire des affaires avec les dictateurs, parce que c'est beaucoup plus facile de faire des affaires avec les dictateurs. Il n'y a pas de problème il ne faut pas s'encombrer ni de la population, ni des institutions, ni rien. Et il veut un deal avec la Russie, parce qu'il veut faire des affaires. C'est la seule chose qui l'intéresse, vraiment. Et donc, c'est pour ça. C'est pas du tout optimiste. Hein. Non, mais aujourd'hui... C'est cynique, à mon avis. Alors, certainement cynique, mais aujourd'hui, ce que l'on voit plutôt, c'est quand même un désengagement américain et une volonté de dire, finalement, cette guerre-là, c'est pas la nôtre, c'est trop compliqué, et donc, gardons nos armes
pour nous défendre, nous. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Plutôt comme Magali, effectivement. Ouais. Oui. Mais à quoi sert de faire une pression sur Zelensky, puisqu'ils sont déjà d'accord pour négocier. Il n'y a pas besoin de faire pression sur les Ukrainiens, c'est déjà acquis. Alors qu'en même temps, il n'y a aucune pression qui est faite sur les Russes. Ils sont d'accord pour négocier, mais ils ne sont pas d'accord sur les résultats de la négociation. Évidemment. Attention. Je précise que dans cette séquence... D'accord pour négocier, pas pour capituler non plus. Hein. Voilà. Moscou peut compter sur le soutien sans faille de la Corée du Nord. Et regardez cette séquence censée être très émouvante qui s'est déroulée à Pyongyang. Les larmes du dictateur nord-coréen qui rendait hommage aux côtés de sa fille à ses soldats morts en Russie, dans la région de Koursk. Hommage rendu aux côtés de la ministre de la Culture russe à l'heure où la Corée du Nord s'apprête à tripler le nombre de ses troupes combattant pour la Russie sur les lignes de front avec l'Ukraine en envoyant 25 000 à 30 000 soldats supplémentaires pour aider Moscou. C'est ce que disent les renseignements ukrainiens relayés par CNN. Avant de parler du nucléaire, et j'accueille Bruno Combi, bonsoir, polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire. Colonel, Kim Jong-un va donc envoyer 2 fois plus de soldats nord-coréens sur le terrain. Oui. Poutine. 3 fois plus. Voire même 3 fois plus, certainement. Donc ça veut dire que c'est un effort qui s'inscrit dans la durée. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi il y a eu une interruption. C'est un effort qui non seulement s'inscrit dans la durée, mais qui va augmenter, qui commence à atteindre d'ailleurs une masse critique avec 30 000 hommes supplémentaires. Alors je ne sais pas très bien à quoi ils serviront. Est-ce qu'ils serviront à défendre simplement la frontière russe, par exemple? Pour l'instant, les soldats nord-coréens n'étaient qu'en Russie. Ils n'étaient pas sur le sol ukrainien. Est-ce qu'ils vont participer aux opérations qu'on décrivait de grignotage sur le sol ukrainien dans le Donbass? On ne sait pas, mais ça commence à devenir important. Il faut rappeler, il y avait 30 000 hommes, mais derrière tout ça, vous avez presque un obus sur 2 ou sur 3 maintenant tiré par l'artillerie russe qui vient de Corée du Nord. Vous avez des missiles balistiques, et on en parlait tout à l'heure aussi, qui ne seront pas interceptés du coup par les patriotes qui ne seront plus là, qui viennent de Corée du Nord, etc. Donc c'est de très loin le premier allié de la Russie, et on peut même se demander si sans la Corée du Nord, la Russie aurait été capable en réalité simplement de continuer à faire la guerre. Et donc voilà, donc je termine. 30 000 hommes, oui, c'est beaucoup. Et dans l'absolu, il n'y a pas de raison que ce soit même plus. La Corée du Nord, c'est le PIB du département de l'Isère, mais c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance militaire colossale, c'est une des armées les plus importantes du monde, c'est un état caserne, c'est des stocks de munitions, de tout, d'armes dans tous les domaines. Donc ça peut faire basculer le cours de la guerre. Alors si Poutine n'entend rien lâcher sur le terrain ukrainien, il est prêt à discuter sur le nucléaire iranien. C'est ce que le Kremlin a rappelé. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont discuté de la situation au Proche-Orient dans le contexte du conflit Iran-Israël et des frappes américaines sur les installations iraniennes. Il faut dire qu'il y a urgence. Quasiment personne n'a intérêt à laisser Téhéran se doter de l'arme nucléaire à l'heure où le régime des Mollahs a choisi de suspendre officiellement sa coopération avec l'Agence de l'énergie atomique, accusée de ne pas avoir protégé les installations nucléaires iraniennes. Regardez ce que dit le chef de la diplomatie en Iran. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé à Fordo. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que les installations ont été sérieusement et lourdement endommagées. Alors qu'en est-il en réalité? C'est ce que nous allons voir avec le colonel Goya et évidemment Bruno Combi, qui est ingénieur en génie nucléaire. Regardons devant le grand écran ce qui s'est passé sur le site de Fordo. Cette image, vous la connaissez, c'est le avant et après les frappes américaines du 22 juin. Et on voit très bien ici les trous qui ont été laissés par les méga-bombes qui avaient été lancées par l'armée de l'air américaine. Une semaine après les frappes américaines, regardez, les pelleteuses, elles sont déjà en marche
pour réparer, constater l'ampleur des dégâts. Et si on prend une photo plus zoomée où on voit les pelleteuses en action, colonel, qu'est-ce que ça nous dit justement de l'Iran, qu'ils veulent tout faire pour avoir accès de nouveau au site nucléaire iranien? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils essaient de voir ce qu'il en est, qu'ils essaient de voir ce qui est récupérable. Est-ce que le site peut être réaménagé, reconstitué, etc. Bien rappeler que c'est quand même ces sites, c'est un effort considérable. Ça a coûté une fortune, ça a demandé des années de travail. Pour eux, c'est un de leurs actifs stratégiques essentiels. Donc, il n'est pas complètement surprenant qu'ils veuillent au moins voir ce qui s'est passé et qu'ils essaient au moins de le réaménager. Maintenant qu'il y a un cessez-le-feu, les frappes israéliennes auraient continué, la guerre aurait continué avec Israël, peut-être pas. Ça aurait été peut-être un peu plus compliqué de se réinstaller. Mais au moins, ça veut dire une chose, c'est que ils n'ont pas renoncé. Tout simplement. À la limite, extrême limite, en grossissant un peu le trait, si le guide suprême avait dit « Ok, allez, le programme nucléaire, c'était pas une bonne idée, on arrête tout, ils ont raison, ça nous coûte trop cher, on laisse tout tomber », ils n'auraient rien fait, là. Ils auraient dit « Ok, allez, on enterre tout et puis on ferme la boutique ». Non, ils creusent et ils essaient de voir ce qui se passe et ils essaient de récupérer ce qui est récupérable. Et donc, ça veut dire, au moins, c'est un indice, en tout cas, que le programme nucléaire continue. Regardons ensemble les images satellites qui nous montrent l'entrée des tunnels sur le site. Alors là, on le voit très distinctement sur la photo du 29 juin, c'est-à-dire presque une semaine plus tard. Oui. Là, on voit qu'il y a une autre route qui a été tracée là pour pouvoir accéder au site, au trou qui était percé par les Américains. Les trous sont beaucoup plus hauts, donc ils ont établi une route donc pour aller amener. Donc c'est un grand chantier, quoi. Ils ont mis en place un chantier d'importance pour reconstituer autant que possible en réalité le site tel qu'il était auparavant. Ce qui me fait dire que c'est aussi, ça en devient à nouveau une cible possible pour des raids israéliens par exemple ou éventuellement américains. Mais oui, donc ils travaillent et ils investissent beaucoup. Ce qui me fait penser aussi, c'est que probablement avant les frappes, à partir du moment où ils ont peut-être été surpris par l'attaque israélienne, mais à partir du premier jour de l'attaque israélienne, il me paraît assez évident qu'ils ont évacué tout ce qui était susceptible d'être frappé et qu'ils l'ont mis à l'abri, notamment les fameux kilos, les centaines de kilos d'uranium déjà enrichi. Peut-être que aussi dans le site de Fordo, ils ont peut-être mis à l'abri aussi tout ce qui pouvait être bougé et qui pouvait être mis à l'abri. Maintenant, ils essaient de reprendre peut-être ce qui peut l'être, pour refaire notre site, peut-être sur le mont de la Pioche, ou pour remettre en état éventuellement Fordo, si c'est possible. Pour l'instant, c'est certainement en situation de, il faut un état des lieux, quoi. Oui, évidemment. Et le mont de la Pioche, c'était ce 4e site ultra secret qu'on a découvert. On poursuit ce débat avec vous, Bruno Combi. Qu'est-ce que ça nous dit, ce que l'on vient de voir, sur les ambitions du régime iranien? Mais on est dans une nouvelle phase. Il y a eu 30 ans de tentatives de négociation. Ensuite, on a eu le temps des frappes. Les frappes ont été intenses, elles ont été dures. Comme c'est reconnu maintenant par tout le monde, c'est quand même un coup sévère qui est porté au nucléaire militaire iranien, à l'ensemble du programme, dans ses différentes dimensions. Tout le monde le reconnaît, que ce soit les Américains, les Israéliens ou les Iraniens eux-mêmes, et même confirmé par Raphaël Grossi. Donc le programme est sérieusement atteint, touché. Touché, mais pas coulé. Pour autant. Et c'est là toute la question, avec aussi un certain nombre d'incertitudes qu'on a souvent soulignées sur ce plateau, à savoir qu'il y a une partie du programme qui n'était pas forcément publique, et donc on ne sait pas tout sur tout. Et puis il y a les incertitudes sur les dégâts en profondeur, notamment sur l'enrichissement à Natanz et à Fordo, où on ne sait pas dans quelle mesure les centrifugeuses sont détruites, pas détruites, intactes, pas intactes. Ça reste à préciser, c'est le Battle Damage Assessment, comme disent les militaires. Et donc qui est encore en cours. Donc nous, on essaye de deviner avec des photos satellites. Les Iraniens, eux, savent sans doute beaucoup mieux que nous maintenant, mais ils reconnaissent aussi qu'il y a des dégâts sévères, mais que leur programme se poursuit en quelque sorte. Et c'est un peu le signal qu'ils donnent aussi en envoyant très rapidement les grues pour commencer à reboucher les trous, à reconstruire, à réaccéder au site, etc. Oui, l'interdiction de l'AIEA plus les travaux.
Je vais raisonner à l'inverse. S'ils avaient dit, OK, allez, on laisse tout tomber, ils diraient, oui, OK, là, vous pouvez venir, et puis on ferme tout, quoi. On ferme la boutique. Donc là, c'est l'inverse. Ce qui ressemble quand même à un peu une sortie de fait du traité de non-prolifération, quand même. Alors, l'Iran a en fait aujourd'hui 3 possibilités devant elle. La première, c'est de dire, bon, vous êtes plus forts que nous, les Américains, on capitule, on laisse tomber, on ne peut plus repartir, on accepte de coopérer. C'est apparemment pas la direction qui est prise pour l'instant. La deuxième attitude, c'est l'attitude exactement inverse, c'est de dire vous avez frappé notre programme nucléaire, nous sommes fiers, c'est notre programme, on continue, donc on vous défie au maximum, on reprend notre programme, on sort du traité de non-prolifération nucléaire. Ça n'est pas non plus tout à fait ce qui est fait. Et la troisième possibilité, c'est une possibilité un peu hybride, c'est-à-dire qu'un peu comme ils faisaient jusqu'à maintenant, ils font semblant de coopérer, ils défient mais pas trop, et ils continuent à jouer avec les limites et à être un petit peu toujours entre deux eaux. Et donc c'est plutôt leur position pour l'instant. Vous remarquerez que quand ils disent on arrête le traité de non-prolifération nucléaire, ils disent pas on se retire, ils disent on suspend. Et le mot est important, c'est pas du tout pareil. C'est pour se laisser une porte de sortie ? Oui, c'est encore ouvert à la négociation. Ouais. C'est encore ouvert. Parce que s'ils se retiraient, la procédure de retrait est parfaitement prévue dans le texte du traité lui-même. C'est l'article 10 du traité qui dit qu'une nation signataire du traité peut se retirer du traité. Donc il y a une formule de retrait qui est parfaitement prévue. Et pour se retirer, on n'a pas le droit de décider comme ça tout seul, puisqu'on s'est engagé en signant. Il faut qu'il y ait une atteinte aux intérêts suprêmes du pays qui crée un danger important pour les intérêts nationaux. Et avec les attaques qu'a subi l'Iran, ils peuvent invoquer, puisqu'ils sont attaqués dans leur cœur, sur leur territoire. Donc ils pourraient prendre prétexte de l'attaque qui vient d'avoir lieu pour sortir, donc pour se retirer, pour prendre l'expression consacrée, du traité. Mais ils ne le font pas. Ils parlent d'une suspension. Ça veut dire que c'est encore un peu ouvert, ou peut-être qu'ils n'osent pas, avec les coups qu'ils ont déjà pris, ils n'osent pas défier de front l'Amérique en disant nous retirons, ce qui pourrait entraîner d'autres frappes de nouveau en retour. Donc ils restent un petit peu à cheval entre la deuxième et la troisième solution, c'est-à-dire le défi ou la solution hybride où on continue en disant mais pas tout, et en coopérant un peu mais pas beaucoup, etc. On poursuit ce débat dans un instant, à l'aune de cette question. Si l'Agence de l'énergie atomique n'a plus accès au site de Fordo, est-ce que ça veut dire que le monde n'aura plus aucun moyen de vérifier l'état des stocks d'uranium enrichi en Iran ? Est-ce que Vladimir Poutine est finalement le seul à pouvoir faire entendre raison au régime des mollahs sur cette question ? C'est ce que nous verrons après la pub. A tout de suite dans le grand dossier. Vous êtes bien sur LCI Canal 15 devant le grand dossier consacré ce soir à cette question nucléaire iranien-Ukraine. Poutine dicte le jeu. Une urgence partagée par les Occidentaux et même Vladimir Poutine. Empêcher Téhéran d'avoir l'arme nucléaire alors que le régime des mollahs vient de suspendre officiellement sa coopération avec l'Agence de l'énergie atomique. Regardons. La loi de la suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique a été publiée pour être appliquée. Le président Pezeshkian a approuvé la loi en vue de son application. Pour rappel, ce projet de loi a été adopté la semaine dernière par le Parlement et a ensuite été approuvé par le Conseil des gardiens de la Révolution. Magali, on parle de suspension, mais est-ce que ça veut dire que pendant des mois, on ne sait pas combien de temps, le monde n'aura pas les moyens de vérifier l'état des stocks d'uranium enrichi en Iran ? À cette question, elle va être au cœur d'éventuelles négociations si le régime iranien décide d'entrouvrir cette porte. Alors on voit aujourd'hui qu'il y a une grande fermeté du côté de l'Iran, peut-être lancée dans une espèce de fuite en avant en refusant en effet pour le moment les inspecteurs, alors que tout le monde réclame évidemment que l'AIEA puisse aller sur place pour constater et donner des informations fiables justement sur l'ampleur des dégâts. Et là, Pezeshkian, le président iranien, reprend donc ce que disent les députés qui très massivement ont dit l'AIEA n'a pas condamné les frappes israéliennes, donc n'a plus le droit de venir sur place. Mais encore une fois, on est dans un moment
absolument charnière. C'est ce qui explique d'ailleurs le coup de téléphone aussi d'Emmanuel Macron hier à la Russie, d'ailleurs de convoquer les 5 du Conseil les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ceux qui aussi ont participé au premier accord sur le nucléaire iranien, pour essayer de mettre la pression sur l'Iran pour qu'elle accepte une négociation et qu'elle accepte éventuellement le retour des inspecteurs. On sait que du côté américain aussi, on met beaucoup de pression pour obtenir un deal, un accord sur le nucléaire iranien. Il va falloir voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment le régime, quelle est la décision que veut prendre le régime. Pour le moment, extrême fermeté affichée, mais est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de faire monter les enchères? Jean-François Boutor. Écoutez, moi il me semble qu'on est en train d'offrir à Vladimir Poutine une occasion comparable à celle qu'il a rencontrée, si j'ose dire, avec l'utilisation des gaz en Syrie et des bombardements des armes chimiques. L'occasion est très belle pour lui de revenir dans cette région-là. Il a été en gros chassé de Syrie. Il a pas, et là on le fait revenir. Il faut pas oublier qu'il a quelques arguments à offrir aux mollahs. Un programme d'armement nucléaire, ça va avec la nécessité d'avoir des engins balistiques qui fonctionnent, capables. Il a fait ça avec la Corée du Nord. Ils ont aidé les Nord-Coréens à améliorer sensiblement leurs missiles, alors que c'était là où leur programme pêchait. Donc il y a moyen de faire. Il ne faut pas oublier, puisqu'on parle je parle de la Corée du Nord, que la Corée du Nord, ça a toujours été un grand disséminateur. Et que apporter des éléments technologiques qui seraient décisifs, ils sont en état de le faire et ils sont capables de le faire. Donc, c'est mettre un petit peu le diable dans la boîte, mais est-ce qu'on peut se passer du diable pour l'instant, sachant que les Iraniens, surtout, font preuve d'une grande habileté, mais c'est pas nouveau, c'est des très grands négociateurs, ils savent parfaitement jouer avec le temps. Au fond, c'est le chat persan qui joue avec les souris, si j'ose dire. Dans le sillage de ce que vous dites, regardons ensemble ce que dit l'ex-ambassadeur américain à Kiev, John Herbst, qui dit « L'Iran s'est joué de Trump en étant prêt à négocier, mais sans faire de concessions sérieuses. C'est exactement ce que Poutine fait avec lui en Ukraine. » Il y a un double jeu de la part de l'Iran, colonel ? Ben, il y a toujours eu, en fait. Et c'est ça, il faut bien comprendre que le programme nucléaire iranien, il est très particulier. Les autres pays qui ont voulu se doter de l'arme nucléaire, je pense à Israël déjà, enfin Israël, le TNP n'était pas encore en place, mais l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, qui est sortie du traité de non-prolifération il y a plus de 20 ans, les autres pays n'avaient pas signé le traité. C'est-à-dire qu'ils avaient fait leur programme hors du traité. L'Iran, c'est le seul qui l'a fait dans le cadre du traité de non-prolifération, c'est-à-dire en acceptant, au bout du compte, mécaniquement, des inspections de l'AIEA, etc. Donc c'est assez étrange. Donc c'est un programme qui a duré dure plus de 20 ans. Pour faire une arme nucléaire, il faut moins de 10 ans normalement. Donc là, ça dure éternellement et on se demande en réalité que voulaient vraiment les Iraniens. C'est très flou, très ambigu. Est-ce qu'ils voulaient simplement avoir un programme pour évidemment peser sur des négociations, peser une sorte de menace latente? Alors après, est-ce que c'est si habile que ça? Parce qu'au bout du compte, ils ont fini par se faire bombarder, à créer du stress en se disant voilà, on a un programme, on y est presque, on n'est pas loin, etc. Bon, ok, d'accord, on va vous bombarder avant que vous soyez vraiment sur le seuil. C'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est que si en plus il y a plus de contrôle de l'AIEA, on va laisser tout ça à l'appréciation des Israéliens en réalité, qui vont dire attendez, ça y est, c'est reparti, donc nous on frappe. Au moins quand il y avait des inspections de l'AIEA, on avait quelques éléments sur lesquels on pouvait éventuellement s'appuyer. C'est à partir de ça qu'il y a pu avoir l'accord de 2015 par exemple, qui a été, il faut le rappeler, mis à bas par Donald Trump, et donc sans l'AIEA, oui, on bascule dans le flou, et le flou, dans un contexte nucléaire, c'est jamais très bon, quoi. Donc c'est quand même porteur concrètement de nouvelles guerres.
Bruno Combi, l'Iran ne dit pas tout et se joue de Trump qui est persuadé d'avoir anéanti, ce sont ces mots qu'il a réitérés sur son réseau Truth Social. Je ne leur parle même pas, puisque nous avons complètement anéanti leurs installations nucléaires. Alors, l'Iran joue au chat et à la souris depuis très longtemps dans cette affaire. Pour ce qui concerne la sortie du traité de non-prolifération, il y a une procédure pour sortir. Cette procédure... Alors, ils peuvent faire voter par le Parlement, ratifier par le président, comme ils l'ont fait, une suspension ou même un retrait. C'est pas comme ça que ça se passe. Le TNP, c'est un traité international et la procédure prévoit que pour que l'Iran en sorte, ils doivent notifier leur retrait en le justifiant à tous les membres de ce traité, donc 191 pays, et aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc pour l'instant, il y a donc 196 courriers à envoyer. Pour l'instant, aucun de ces 196 courriers n'a été ni envoyé ni reçu, en tout cas à ma connaissance. Donc ils ne sont pas encore dans la procédure de retrait. Ils parlent d'une suspension, ils ont voté une suspension, ce qui veut tout dire et rien dire. Mais ils peuvent très bien se retirer sans le dire, Bruno Combi. Ils peuvent... Non, puisque pour se retirer, il faut qu'ils l'écrivent. Par la voie diplomatique officielle. C'est un traité international. Ce n'est pas une procédure interne à l'Iran. C'est une procédure où les instances gouvernementales de l'Iran notifient aux 191 pays membres signataires et aux 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU que l'Iran a décidé de se retirer. Ils doivent le justifier en raison de... Et il faut que ce soit une atteinte à leurs intérêts suprêmes. Mais ces derniers temps, avec ce qu'ils ont pris sur la tête, ils peuvent trouver des phrases et des manières de justifier leurs intérêts suprêmes. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est que juste après la frappe américaine, Trump a proposé un deal aux Iraniens. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République française a raison de reprendre la main et qu'il pourrait le faire d'une manière encore plus forte et plus efficace en surenchérissant considérablement sur le deal américain. Trump a proposé quoi? Il a dit « je vous propose un deal à 30 milliards ». Ce deal à 30 milliards consiste, quand on réfléchit à quoi correspondent les 30 milliards, il a parlé d'un deal nucléaire à 30 milliards. En fait, les Iraniens ont une centrale nucléaire qui fonctionne, qui était de construction et de conception européenne, au départ, allemande, à l'époque du Shah d'Iran, qui a été ensuite terminée avec l'aide des Russes, parce qu'entre-temps, il y avait eu la révolution avec Ayatollah Khomeini, et donc ils avaient terminé avec les Russes ce chantier. Une deuxième centrale qui était en construction, à environ 50% d'achèvement, avait été abandonnée, et entre-temps, ils ont repris 2 constructions de réacteurs avec les Russes. Et donc, je pense que l'idée de Trump, c'était de dire, on finit les 3 réacteurs, là, un qui était vaguement commencé et 2 avec les Russes, on reprend tout, une centrale, ça vaut 10 milliards, ça fait 30 milliards de dollars. Et le coup que pourrait jouer Macron, c'est de dire, nous, on propose beaucoup mieux, on propose un deal à 200 milliards ou 300 milliards à l'Iran pour en faire un grand pays du Moyen-Orient. Ça consiste à partager notre savoir-faire du nucléaire civil. Donc on vous construit 10 ou 15 EPR pour faire le programme que l'Iran avait envisagé autrefois et a laissé tomber à un moment donné. Ce serait un pari c'est un pari audacieux, mais qui mérite peut-être d'être joué. Et en échange, nous reviendrons. Pas d'enrichissement, pas de nucléaire militaire, et peut-être aussi pas de fabrication de combustible. Alors encore faut-il que Téhéran accepte. Merci d'avoir participé à ce grand dossier.